Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est un scénariste, auteur qui a un impact immense sur le Québec, sur l'humour. Tous les auditeurs en ce moment, vous avez tous un jour ou l'autre ri d'une blague, d'une situation que Marc Brunet a écrit. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Auteur, scénariste, concepteur et producteur, né en banlieue de Montréal, Marc Brunet a marqué la télévision québécoise depuis ses débuts, il y a 30 ans. Porté par le talent rare de saisir l'air du temps, il est à l'origine des séries télé uniques devenues cultes et dont le rayonnement est international. Marc Brunet a fait ses gammes auprès des meilleurs humoristes québécois des années 90. Puis, il a mis ses 1000 idées à la seconde et son imagination débordante au service d'émissions de télé innovantes. La fin du monde est à 7 heures, pastiche d'un téléjournal télévisé et Le Grand Blond avec un show sournois, talk show nouveau genre. C'est avec le cœur à ses raisons que Marc Brunet a créé un univers qu'il maîtrise depuis à la perfection. Cette comédie déjantée mettait en vedette deux des proches collaborateurs de Marc Brunet. Les comédiens Marc Labrèche et Anne Dorval s'amusent avant de devenir celle de Xavier Dolan. Il les retrouve dans Les Bobos, satire féroce sur leur quotidien et les réflexions de deux citadins. Marc Brunet frappe ensuite un grand coup avec Like Moi, une comédie à sketch sur la génération Y, les 18 à 34 ans, abondamment regardés en ligne et partagés sur les réseaux sociaux. Un sketch en particulier, Le bébé lait, a été vu des centaines de milliers de fois et a fait le tour du monde. Dans son nouveau projet télévisuel qu'il peaufine depuis quelques années, Marc Brunet prend pour cible l'univers des influenceurs et le monde de la télé-réalité. Intitulé Splendeur et influence, cette parodie mordante tournée à l'automne 2023 comporte 8 épisodes de 30 minutes qui prendront l'affiche à Radio-Canada en 2024-2025. On y suit les tribulations de 4 jeunes créateurs de contenu prêts à tout pour réussir, mentorés par une productrice et animatrice télé d'un certain âge incarnée par Anne Dorval. Splendeur et influence signe donc le retour de sa comédienne fétiche au cœur d'un concept très actuel et universel. Voici ma conversation avec Marc Brunet. Écoute, tout d'abord, enchanté. Je suis super content de te rencontrer. Je peux y aller avec le tutoiement, ça va? J'espère. Ben non, mais je sais pas, il y a des gens qui ont des règlements avec le vouvoiement, puis qu'on sait pas comment se positionner quand on rencontre quelqu'un la première fois. Des fois, moi, habituellement, j'ai un espèce de règlement à 5-10 minutes, puis à un moment donné, ça bifurque vers ça. Ouais, mais tu sais, hein, écoute, je me suis amusé à aller fouiller dans tout ton catalogue créatif que tu as fait au cours que on peut dire presque au cours des 30 ans, là. C'est ça, ça fait quand même un bout. Puis c'est intéressant parce que l'autre fois, je parlais le rire au Québec, à quel moment, quand j'étais petit, à quel moment que j'ai accroché sur aimer quelqu'un et qui dure encore aujourd'hui. La plus vieille personne que je te dirais ici. Pas référence. C'est ça. C'est quand même François Pérusse. Ouais. J'avais 11 ans. Ouais. Album du peuple, 11 ans. Le CD commençait, j'avais le CD. Tu sais, c'était comme un gros événement. Puis encore aujourd'hui, je suis encore son travail. Absolument. Je trouve qu'il y a un impact. C'est quelqu'un on en reparlera, mais de la façon qui a transformé aussi sa façon de faire, ça a évolué. Puis juste après, c'est toi. Ah! Quand on y pense, parce qu'à 80, tu sais, dans les années 93, là, déjà, t'écrivais beaucoup pour la scène. Oui, j'ai commencé en 92. 92 avec Jacques et Normand. Mon Dieu. Que je suis allé réécouter. Tout le show est sur YouTube. Oh oui. Il est sur YouTube en différentes parties, tu peux le trouver. Là. Ils l'ont comme... N'en déplaise à Patrice et à... Mais ça, c'était le show après Merci beaucoup. Je pense que oui. Mais écoute, T'avais pas fait Merci beaucoup. Non, pas du tout. Écoute, c'était...
Je sortais de l'école, j'ai fait l'école de l'humour en 92, puis je pense j'étais avec un autre Stéphane Dubé, puis ils nous ont appelés comme ça, pour les rencontrer, puis on a commencé à travailler dessus. Mais comme tu peux voir avec le recul, c'est pas nécessairement mon humour à moi. Mais c'est une expérience très le fun. Tu sais, on commençait, puis déjà, t'as un compte. Mais au début, toi, c'était vraiment, t'étais surtout co-auteur, scripteur pour de la scène. Parce que, tu sais, comme les parlementeries, et là, j'ai vu ça, ça m'a ramené des souvenirs hallucinants d'écouter, tu sais, au début, c'était présenté au Festival Juste pour rire, puis après, c'était au Beau Dimanche, ou du moins, le dimanche soir, ils présentaient les parlementeries. Je mettais ça sur VHS, j'écoutais ça avec mes amis au secondaire, en loop. Non, mais tu sais, je pense que j'ai jamais écouté, moi. Non, mais c'est ça. Ben, il y a des trucs sûrement qu'on réécoute ou qu'on n'écoute pas, mais le point marquant, par rapport au moment que là, j'ai su qui t'étais, que je pouvais identifier la personne que tu travaillais, puis aussi, tu sais, mine de rien, tu sais, j'étais un jeune ado qui adorait le cinéma, qui adorait la télé, puis à un certain moment, quand j'ai découvert La fin du monde est à 7 heures, et que là, j'ai commencé à lire les génériques, chose que je faisais pas nécessairement avant. Et là, j'ai fait, OK, il y a quelqu'un qui se cache en arrière de tout ça. Puis ça, c'était aussi fin, mon secondaire 4 et 5 ont été marqué par ça, parce qu'on était tous... Je vais rendre ça quand même un peu... c'était vraiment, on était une gang de gars qui on capotait là-dessus. Nous autres aussi. c'est ça. Et des filles aussi, il y avait des filles. Il y avait des filles, mais tu sais, écoute, on les enregistrait, on les réécoutait, on parlait de nos meilleurs moments, on apprenait des bouts par cœur. C'était vraiment... Ça faisait partie. Puis là, et après ça, j'ai comme compris rapidement l'état de collaboration que tu vivais avec Marc Labrèche, puis et aussi avec d'autres gens. Par après ça devait être quand même les années un peu folles, parce que je veux dire, c'était 4 jours, c'était-tu 4 jours? C'était 5 jours semaine. Le jeudi, on faisait 2 shows. OK. C'est pour ça que le deuxième show était... Quand on regarde le show du vendredi, souvent, les bits étaient un peu plus simples, un peu plus... étaient écrites en... On avait ce qu'on appelle le garde-robe des accessoires, puis à peu près une fois par 3 mois, on allait dans l'équivalent du Dollarama à l'époque, on achetait n'importe quoi. On avait une espèce d'armoire dans nos bureaux. Puis là, vous pigiez là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? On a une intro à faire pour le show du vendredi. On le fait. L'intro s'écrivait entre l'enregistrement du show du jeudi, qui était live, à 7h. Ouais. Puis on a enregistré un autre show à 8h30, qui était le show du vendredi. Alors là, c'était puis en même temps, il y avait quelque chose de très, très, très relax là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, on fouillait dans le garde-robe accessoires, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais ça, c'était ton premier... Attends, je vais aller en arrière plutôt. Tu te souviens-tu la première fois qu'on t'a remis un chèque pour tes mots? Oui. C'était quoi? J'étais à l'école, c'était Dominique Lévesque qui était un de mes profs. OK. Puis dans un exercice qu'on faisait, il m'avait acheté 2 jokes pour faire dans son show. Ah ouais, comme étudiant, puis il avait fait... c'est ça. Ah, c'est bon, 40 piastres. T'es-tu sérieux? Oui. Puis tu te rappelles-tu, c'était un de ses shows solo où c'était le show avec Danny Turcotte? Danny Turcotte, je ne sais plus du tout des jokes. Tu tiens pas des jokes? Ben non. Mais tu devais quand même triper que le prof vienne te voir puis dire je pense que c'était très 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 flatteur. Puis c'était un groupe de... On était peut-être 8 étudiants en ce moment, même moins, mais 7. Puis que tu démarques qui viennent chercher 2 jokes, c'était quand même très flatteur. Puis à l'époque, l'école... était-elle aussi contingentée que maintenant? Probablement pas. Où les gens étaient moins au courant. C'était la 2e année d'écriture. J'étais le 2e groupe d'auteurs qui étudiait là. Ça existait depuis peut-être 4-5 ans pour les humoristes. Tu avais quel âge quand t'es arrivé là? 27. Bon, t'as eu une vie avant ça. J'ai eu une vie avant ça. C'était quoi? Une vie de je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Fait que... T'as étudié un peu, aller à l'école ou même pas? Je suis allé en communication à Brébeuf. Okay. Puis après ça, je savais pas trop quoi faire. Fait que de fil en aiguille, par ma sœur, je me suis ramassé comme à organiser des événements spéciaux pour des centres commerciaux. OK. Puis là, un job très facile, pas désagréable quand t'es jeune, t'as aucune pression. J'ai toujours eu à peu près la même approche dans quoi que ce soit que je faisais. T'sais. J'arrivais à l'heure que je voulais, je partais à l'heure que je voulais, mais la job était faite, puis elle était faite. Ça plaisait aux gens ce que je faisais. Fait que, à un moment donné... C'est encore une ligne de conduite, tu penses, que tu fais? Ouais. Oui. Je suis pas reconnu pour ma rigueur au niveau de... T'es sérieux? je suis extrêmement procrastinateur.
Oh non, c'est maladif, là. Mais à la limite, on va revenir plus tard là-dessus, mais je pense que ça t'aide aussi. Je pense que oui. Dans le cas de c'est ça, à un moment donné, ben, veux pas, mais à faire quelque chose pendant 4-5 ans, il y a comme une carrière qui commence à se dessiner là-dedans. Fait que on va faire une promotion, puis là, ça a fait oh non, je veux pas faire ça pour le restant de mes jours. OK. Mais il y a quand même un moment où, pour aller écrire des blagues, il y a un moment où il faut que tu aies un petit encouragement ou un déclic de dire « Ah, je suis un peu drôle ». Oui, ben ça, je pense que ça me suivait dans ce que je faisais dans la vie. Puis, tu sais, on s'amusait avec les gens autour de moi. Ouais, mais s'amuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler avec les gens? Des fois, tu faisais des trucs ou... Non, j'écrivais pas. J'ai commencé à écrire quand j'étais à l'école. J'avais jamais écrit. Pas avant? Non. Wow. Puis, d'interagir avec les gens. Puis, on me le disait souvent, tu sais, que j'avais... Une facilité à faire. Drôle, exactement. Ouais, okay. Puis moi, j'avais la très bonne habitude, en fait, de me comparer. Je me comparais pas au meilleur, je me comparais au plus mauvais. Fait que j'allais voir des shows d'humour, je suis capable de faire ça facile, en me comparant bien sûr au plus mauvais. Fait que, si eux autres peuvent faire ça, moi je peux le faire. Je peux le faire, c'est certain. Mais t'en allais voir beaucoup? Ben tu sais, c'était quand même dans les années fin des années 80, fait que c'était l'apogée, pas l'apogée, mais c'était des personnages. C'était des personnages, mais c'était les lundis des AA, ouais. C'était juste avant La Petite Vie, fait que c'était Ding et Dong, c'était mais c'était pas le stand-up qu'on connaît maintenant. Non, pas du tout. C'est ça. J'ai jamais compris d'ailleurs ce truc-là, pourquoi ces années-là c'était de l'humour de personnages, les gens venaient sur la scène, incarnaient, justement, ils se mettaient des costumes, c'était comme si il fallait faire de la bouffonnerie. Puis un jour, les gens ont commencé... Je sais pas c'est qui... Ben, Yvon Deschamps. Mais même Yvon Deschamps, il faisait du personnage pendant longtemps. Mais tu sais, je veux dire, c'est à quel moment les gens ont décidé de laisser tomber ces costumes-là? Je sais pas. Au Québec, on vient de ce qui est venu avant, tu sais. Fait que les groupes d'humour... Non, mais les gens qui faisaient de l'humour avant ça, mais c'était des personnages. C'était... Tu pars dans les années 50, dans les années 60, le stand-up, ça n'existait pas. Non. C'était un phénomène purement américain. Et récent. Et quelque part, certaine façon. Ça a explosé aux États-Unis dans les années 80. Mm-hmm. Avant ça n'existait pas. Pratiquement pas. T'avais des gens, non, aux États-Unis, ça existait un peu. Ça existait un peu quand même. Ça existait un peu au même titre que les folk singers. C'était exactement les mêmes réseaux, en fait. Ils faisaient les mêmes bars, puis t'avais des Bob Newhart qui allaient faire les mêmes shows que, en même temps, t'avais, Lenny Bruce ou des affaires de c'est ça, t'avais des joueurs de guitare en même temps. C'était les mêmes shows, c'était le même réseau. Ici, on venait plus de la scène, pas le burlesque, là, mais c'est quoi l'autre? T'as le burlesque, puis t'as le... Attends, il y a du burlesque dans la vie. Et vaudeville. Le vaudeville, ouais. C'est ça. On vient plus d'une tradition plus européenne, plus vaudeville un peu, avec des personnages. Mais toi qui vois ça, tu t'as évolué dans ça, tu sais, dans ta jeunesse, puis tu décides d'aller écrire. Donc, déjà, il y avait un petit vent de changement dans le style. Je te dirais que c'est arrivé avec, justement, les Claude Meunier de ce monde, le groupe Sanguin, bien, tu sais, le RBO des années 80. Ça a vraiment, vraiment, tout a changé au niveau des mots des années 80. Moi, je suis arrivé juste après toute cette gang-là. Donc, le chemin avait déjà été un peu tracé. Il y avait une cassure avec ce qui se faisait avant. Vraiment une cassure très, très claire. Avant ça, t'avais des Olivier Guimond, des choses comme ça, qui venaient des années 50, des années 60. J'en oublie parce que je suis pas une historienne du monde. J'en oublie des importants, c'est certain. Mais il y a la grosse transition, c'est faite avec RBO au début des années 80, puis ensuite Claude Meunier. Puis quand tu t'es inscrit à l'école, tu disais pas, c'est ça, tu as dit, bon, je vais aller écrire, scénarisation, prendre le micro. Il me semble, il y a quelques années, j'avais vu une photo de toi, je pense, en train de prendre un micro sur scène ou essayer. Sur scène, non. Non, t'as même pas, jamais pas une fois. J'ai fait de la radio, par contre. Ça, je sais, comme animateur. Mais t'as pas jamais essayé d'aller faire un 5 minutes? Pas une seule fois. Ça tenterait, pour le fun, ça tenterait pas? À rendu où plus du tout. Quand je me suis inscrit à l'école, je disais, probablement, je peux commencer comme ça, puis peut-être, puis pas de regret à ça? Aucun. Je suis bien meilleur à faire ce que je fais là que... En arrière. C'est ça. Ouais. En arrière. J'ai jamais considéré ça comme en arrière. Non, c'est quand même devant. C'est ça, c'est parallèle. C'est parallèle. Puis c'est nourrir les idées, puis tout ça. Sauf que, quand on regarde, c'est ça, t'as écrit pour des spectacles, des shows.
la fin du monde est arrivée. Tu avais fait d'autres expériences avant J'avais un peu. un show qui s'appelait... Encore, c'était comme, tu sais, accroché au passé. C'était, mettons, je dirais, pas Splendeur Influence, il y avait Virus. Virus, ben ça, mais ça, c'était scripteur. C'est scripteur. Écoute, je faisais de la radio. Il y avait François Massicotte à l'époque on lui avait offert ce show-là qui était à 4 saisons. C'était 4 saisons? C'était 4 saisons. À l'époque, où c'était 4 saisons encore. Pas de temps pour se préparer. Fait qu'il veut-tu écrire là-dessus? J'avais commencé à faire de la radio avec lui. Puis on est arrivé là. On n'avait aucune expérience de télé. On n'était jamais allé sur un plateau, personne. Puis on nous offrait ce job-là. Puis on a commencé à travailler en novembre, puis on était en nombre en janvier, je pense. Tabarouette. Ça a donné, c'était catastrophique. Mais bon, tu sais qu'on a eu du fun. Ouais, c'est ça, le fun était là. Oui. Puis on le faisait mauvais, puis on savait que c'était pas bon. Puis tu veux qu'on fasse à un moment donné, on a les moyens qu'on voit dans l'expérience qu'on a. Puis... Non, c'est sûr. Puis en même temps, ça n'a rien empêché parce qu'après, t'es tombé majeur et vacciné. Majeur et vacciné. Que là, c'était peut-être plus gros comme gig parce que... C'était plus gros, mais en même temps, c'était encore dans la tradition de ce qui se faisait avant. C'était de la sitcom avec trois caméras. Puis c'était vraiment une commande qui nous avait été passée. Ouais. J'étais avec Stéphane Dubé. Puis c'était vraiment le classique. Mais ça, c'était du sitcom, tu sais, à l'ancienne. D'ailleurs, c'est-tu un peu le seul que tu as fait réellement, dans un certain sens? Sitcom, oui, absolument. C'est le seul? Mais c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Oui? On a fait une année de Splendeur, non, j'ai arrêté de le dire ça, de Majeur et Vacciné. Puis ensuite, on nous avait offert de faire un spin-off qui appelle avec le personnage de Catherine, qui est devenu un sitcom qui a duré pendant quelques années. Mm-hmm. Puis moi, je me suis rendu compte au bout d'un an c'était pas pour moi. Qu'est-ce qui te dérangeait là-dedans? Ben, c'était une formule. Pour moi, c'était une formule qui m'intéressait pas. C'était les blagues vite, aux 2 lignes, puis... Ben, les blagues aux 2 lignes, ça, j'en fais encore, mais... Non, mais je veux dire, pour avoir l'espèce de rire du public organisé. C'est ça, c'était devant le public. C'était une machine qui existait déjà, avec des standards qui existaient, avec une mécanique qui existait déjà, à laquelle on devait se plier. Puis c'est un genre de show que je n'écoutais pas. C'est un show que j'aimais pas. T'as jamais écouté ça? Vivre à 3, des affaires de même? Oui, je l'écoutais quand j'étais petit. Three's Company, etc. J'ai tout regardé ça, mais j'ai regardé ça dans les années 70. Ouais. On était rendu en 96, là. C'est plus ça que t'es rendu ailleurs. Tout, je regardais Seinfeld comme tout le monde. Puis... Ouais, mais Seinfeld qui est aussi un peu... qui est un sitcom. Oui, mais en même temps, si tu le regardes encore aujourd'hui, ça marche encore. Oui, ça marche. Ça marche, puis c'était un autre... Mais il y avait... Ce que je trouve sûrement qui est la différence, c'est que tu sens, même en l'écoutant, tu sens la liberté de création sûrement qui est présente. Oui, tout à fait. Tant dans les sujets que l'angle des dans personnages. Ce qu'on faisait, nous autres, la lourdeur de la machine, on la sentait, tandis que tu regardes Seinfeld, mettons, c'est le contraire. La machine va se plier à ce que les autres voulaient faire. Ouais. Puis tu le sens, là, il y a cette liberté-là, c'est le fun. Ouais, tu sens pas les ficelles. Le propos est intelligent. Là. Catherine, t'as senti la machine? Ben, pas Catherine, je l'ai pas fait. Non, je sais, mais puis pas juste pour les gens qui ont fait Catherine, pour moi qui a fait Majeur et Vacciné. C'est une sitcom classique avec le personnage principal rentre, le monde applaudisse dans la salle parce qu'ils sont contents de le voir. Moi, ça me faisait un petit peu grincer des dents. Là. Mais ça, c'est ça. C'était un peu ça, avec ce show-là, c'était un peu la fin d'imiter justement ces modèles d'humour-là. Une fois que t'es tombé avec La fin du monde était 7 heures, là, c'était un autre style, c'était de suivre l'actualité. Des épisodes courts, une quantité de travail, de jokes à faire. La saison était grosse. Je me souviens qu'elle était... 140, à peu près 140 épisodes par saison. Tu sais, vous étiez off pendant 2 mois, là, à peu près, là, tu sais, ça avait... 5 shows par semaine, 26 semaines par année. À peu près, là. C'était beaucoup. Mais c'était le fun. On avait une mécanique qui était tellement rodée, puis on s'enfergeait pas dans les fleurs du tapis, là, tu sais. On était une micro-équipe. Tout dans le même local, il y avait les recherchistes, les 2 auteurs, les reporters. À 8h le matin, on arrivait, on savait pas ce qu'on allait faire. Puis à 7h, on avait un show. C'est capoté, ça. Puis on n'avait pas l'Internet, fait que... Non, mais là, c'est ça aussi. Nos informations, on recevait le matin, on recevait le Journal de Montréal, la presse, puis Le Devoir, la Gazette aussi, je pense. Puis on passe au travers, puis quelles nouvelles on voulait faire. Puis là, vous partiez avec ça. Exact. Les collaborateurs, ceux qui tu sais, comme Masbou, Jean-René, toute la gang... Eux autres amenaient leur segment à part? Le matin, à moins des choses spéciales où il y avait tourné à l'extérieur,
etc. On avait le meeting le matin, on regardait les journaux, on parlait de ce qui était intéressant. Finalement, en bout de ligne, c'était eux autres qui décidaient. Il y avait une personne qui était en charge de plus d'eux autres au niveau de les suivre pendant la journée, parce que nous autres, j'étais avec Richard Goyer à l'époque, on n'avait pas le temps de s'occuper de ça, on s'occupait nous autres des sketchs puis des liens avec OK, c'est ça. Mais en gros, on décidait pas mal qui faisait quoi pour la structure. S'entrecouper aussi. Là. Puis, y a-tu des moments chaotiques? Ce n'était que des moments chaotiques. Ce n'était que ça. Puis souvent, quand la technologie suivait pas. On en demandait plus que ce que la technologie était capable de faire. Là. Donc, c'est arrivé qu'on diffusait des choses directement. On était live, puis des choses, on commençait le show qui n'était pas fini de monter. Là. Alors, puis on changeait le pacing pour repousser un sketch, puis là, toi, tu vas passer en premier parce que ça, c'est pas prêt, puis là, c'était diffusé directement de la salle de montage, ce qui est pas... ce qui se fait pas. Qui se fait plus, en tout cas, qui s'est fait dans votre temps, mais qui s'est pas réellement fait non, après... Non, je sais même pas comment ce qu'il faisait, là. C'était genre, c'était fini, je posais pas de questions. Mais c'était chaotique, mais un chaos contrôlé, dans lequel on avait une espèce de liberté totale. Pas stressant? Non, honnêtement, vraiment pas. OK. Vraiment pas, parce que, tu sais, avec Marc, quand ça fonctionne, Marc est excellent. Quand ça marche pas, il est extraordinaire. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, jamais déstabilisé, jamais. Puis quand ça marchait pas, tu nous entendais rire en arrière. C'est ce que le monde aimait beaucoup. Oui, parce que ça faisait partie du charme du truc, c'est qu'on assistait à ce qui était décousu ou peu importe, là, puis on c'était sincère, là, tu sais, on était, quand on se pétait la gueule ou quelque chose en nombre, puis un topo ne fonctionnait pas, puis on nous entendait rire, c'était très sincère. Ah non, c'est ça. Donc, on n'était pas fâchés, on n'était pas regardé le show qu'on fait. Mais je trouve qu'aussi ce show-là, ce qui est intéressant, il marque dans ton cas, dans ton parcours, je trouve c'est le moment que le titre Satire fait partie maintenant de ton héritage, ou du moins c'est ta signature quelque part. Ce show-là, c'était un regard sur les Tonight Shows. C'était vraiment ça. C'était comme une redéfinition. C'était aller gratter là-dedans, déconstruire un peu le style, déconstruire, ou surtout le rythme de ces shows-là qu'on connaît, qu'on consomme. Et tout ce qui suit ensuite est un peu ça. C'est une continuité de l'idée de... Puis après, je me suis dit, je pensais à toi, je me disais, est-ce que tu te considères quelqu'un qui a été élevé par la télé? Tu passais-tu beaucoup de télé? Je ne faisais que ça. Que écouter de la télé quand t'étais jeune? Moi aussi. C'est dans mon ADN, vraiment. Ça en était, puis t'écoutais n'importe quoi. N'importe quoi. Tout. Je savais ce qui était en ondes, à toutes les postes, en même temps. Je peux te dire, le TV Hebdo à l'endroit, à l'envers, je savais par cœur. T'es-tu un gars de cinéma? Je l'ai été, maintenant, mais par la force des choses, on est tous moins, c'est ça. Ah ouais. Mais je suis un gars de plateforme maintenant, tu sais, j'écoute plus de... J'ai pas écouté un bulletin de nouvelles depuis 15 ans. Là, moi, j'ai plus la télé depuis 13 ans. Tu sais, la télé, dans le sens plugué, moi aussi, je suis plateforme. J'ai des écrans, mais c'est plateforme. J'ai des écrans, moi aussi, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 4 chez nous. Là. T'as 4 écrans chez nous? Ouais. Non, mais attends, tu comptes ton ordi là-dedans? Non. Même pas? Non, j'en ai un dans la cuisine, j'en ai un dans la... Pas dans la chambre à coucher, pas dans la chambre à coucher. Oh my God! Mais il y a un rideau que je peux mettre devant. OK. Ça, c'est nouveau, parce que c'est extraordinaire. Tout le monde m'avait dit, fais pas ça, et c'est extraordinaire. Ah oui? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Il y a un timer dessus, fait que je peux m'endormir, puis je me réveille, puis c'est fermé. Puis... Ah, OK. Moi, je dirais 80% de ce que j'écoute en ce moment, c'est YouTube. OK. Mais là, OK. Allons dans ce sujet-là d'abord. D'accord. Parce que... On skip 2 décennies. On y reviendra. On y reviendra. Parce que moi, ça, c'est qu'est-ce qui m'intrigue beaucoup, admettons, toutes les shows que tu as sorties. Tu sais, on va y aller avec Like Moi, parce que justement, Like Moi peut-être coïncide un peu plus avec YouTube, d'une certaine façon, dans le type de l'humour. Quand c'est arrivé, il est arrivé au bon moment. Le show est arrivé exactement ce qu'il fallait. Et je pense encore que la raison de son succès, oui, c'est bien fait, c'est bon, les acteurs sont bons, mais des fois, c'est un timing. Faire des prods au Québec, c'est l'enfer. Faire approuver des projets, les gens le réalisent pas. Les gens qui sont pas dans le milieu le savent pas. À quelle rapidité tu as réussi à le mettre à l'avant? Il était écrit depuis longtemps. Non. Écoute, je l'écrivais. C'est un de ces shows que j'écrivais pendant qu'on le faisait. Là. Ah, aussi, c'en était un comme ça. C'est comme ça. C'est la première, honnêtement, le seul show que j'ai fait qui était fini d'écrire avant qu'on commence à tourner, c'est Splendeur et Influence. T'es-tu sérieux? Tous les autres shows, je les écrivais pendant qu'on Mais Splendeur et Influence... Incluant Le Cœur à ses raisons. OK. Ouais. Parce que,
Ah, OK. Parce que Splendeur et Influence, lui, a été filmé en 2023. Ouais, ben à l'automne dernier. L'automne dernier. Jusqu'au 20 décembre. Puis lui, c'était une procédure d'écriture différente, dans un sens que tu étais chez toi confortable, t'as pu tout bien... Que je n'aime pas. T'as pas aimé ce style-là? J'ai pas aimé ça du tout, mais maintenant, il faut que je me plie à ça, parce que le genre de show que je fais. Puis on travaille plus de la même façon. Moi, j'aime ça être au bureau, j'aime ça avoir du monde autour, j'aime ça aller jaser. Tu l'as écrit seul chez toi? C'est ça. C'était pas... C'est pas... En tout cas, ça paraît pas que t'as pas aimé ça, parce que c'est le fun. Le show est fun, j'aime le show, j'adore le show, mais le processus pour y arriver, tout ça, chez nous, c'est moins le fun. Quand Splendeur et Influence, je le regarde, puis je vais te montrer le parallèle. Je l'ai écouté avec ma blonde, qui, elle, n'a aucun réseau social, elle refuse tout ça. Elle fait partie des rares. Elle a un cellulaire de peine et de misère, puis un email. Elle refuse tout ça. On s'installe. Elle écoute pas de télé. Bon, la télé-réalité, pas vraiment son affaire. Elle écoute, puis là, elle me regarde, tu sais, puis moi, je suis crampé, tout ça, puis elle dit, moi, ça existe, ces affaires-là, OK, ouais, non. Puis le commentaire qu'elle a dit était bon, elle dit, il doit en passer du temps sur Instagram, puis sur YouTube, puis toutes ces plateformes, en regarder des affaires qui ont pas de bon sens pour arriver à ces idées-là. Bon. Oui ou non? Je le sais pas, finalement. Parce que des shows comme ça, j'en écoute pas. OK, mais des téléréalités, c'est pas ton... Non, tu vas pas... Mais pourtant, ce que t'arrives avec ça, c'est quand même pile poil dans le genre, ou du moins dans l'exécution de la réalisation. Ben, ça c'est montre... écrit comme ça aussi, la réalisation suit ça, mais dans ma tête, je me disais, c'est clair qu'il est fan de tout ça, OD pis tout ça. Pas du tout. Mais comme je te dis, j'ai été cassé à ça, la parodie... 3600 secondes d'extence, c'était la même chose. Ouais. Puis le 3600, c'était spécifiquement de la parodie de télé. Puis on s'arrêtait pas 3 jours à regarder une série. T'en regardes un petit bout, un peu. T'en regardes 20 minutes, tu comprends. Tu saises vite le truc. Dans le cas, mettons, de Splendeur, ben c'est des références qui existent quand même depuis 10-15 ans. Là. On en a tous vu pour pas en retenir. C'est vrai, c'est vrai qu'au Québec, c'était quoi? C'était les Love Story, peut-être? C'était une des premières. La Star Academy, les Love Story, les Big Brother, les... tu sais, puis veux pas, moi, comme je te dis, moi, ce que j'écoute surtout, c'est YouTube. Pour vrai. J'ouvre la TV, c'est toujours sur YouTube. Ben, moi, je suis rendu pas mal juste là-dessus parce que tout ce que j'aime, mes émissions, tu sais, ben, c'est ça, podcasts, etc. Tout est là-dessus. Mais toi, quand tu te plugues sur YouTube, t'as-tu ton truc, t'as tes chaînes préférées que tu vas checker, abonner? J'écoute, je tombe dans ce qu'on appelle les rabbit holes, là. Je vais m'écouter des choses, mais tellement loin de moi. Des critiques puis je niaise pas du tout, là, des critiques de croisière, des mauvaises croisières, des gens qui vont en croisière qui aiment pas ça. Il y a peut-être 3 semaines, j'en ai regardé. Du monde qui aime pas faire des croisières? Ils vont sur des croisières, ils ont pas aimé ça. Fait qu'ils critiquent le buffet, ils critiquent les chambres. Ils me montrent les chambres qu'ils ont pas aimé. J'ai écouté ça pendant 2-3 semaines. Je les ai toutes vues. Ben, pas toutes vues, il y en a plein. Les croisières de Disney, les croisières de Carnival Cruise, ces affaires-là. Attends. Les croisières de Disney. T'as regardé ça, les critiques de ça? Oui, j'adore ça. C'est une communauté, ça. Oui. Puis après ça, je l'oublie, je l'écoute pas. J'irai jamais en croisière de ma vie, ça m'intéresse pas. Sais-tu parce que ça te fait rire? Je sais pas qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans. Puis je vais tomber dans une autre affaire. Des fois, ça va être le true crime. Là, en ce moment, je suis dans les sectes. Là, je regarde des affaires de sectes. OK. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est juste, c'est par du clic que tu te retrouves tout d'un coup. Tu fais, écoute, je suis en train d'écouter ça. C'est ça. Puis là, je commence, puis là, j'en regarde un autre. Mais c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis c'est bien fait. Il y a du monde, ils mettent du temps là-dedans. Puis ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai regardé des critiques de films qui sont plus longues que le film. Puis je niaise pas, là. Tu sais, un film de 1h20, puis t'as une critique qui dure 2 heures. Puis c'est super intéressant. Et c'est super intéressant, c'est super bien fait, puis c'est... Bravo. Ouais. Puis mais tu trouves pas justement qu'il y a un choc... Mais tu sais, même avec le milieu de l'humour, toi qui es là-dedans, tu sais, tout ce qui se passe sur YouTube... en point de vue humour, c'est assez pas mal extraordinaire. Il y a vraiment des bonnes choses. Absolument. Mais toi qui es encore connecté à ce modèle télévisuel québécois qui est complètement en transformation constamment, puis qui, j'ai un peu envie de dire, est en train de se désintégrer étrangement. Ben, c'est ça. On s'en va vers autre chose parce qu'on n'a juste pas les moyens d'aller complètement où on doit aller. Mm-hmm. Fait qu'on a encore un pied dans 2 affaires différentes. Là, toi, t'es pas découragé, t'es pas... Ben, du contenu, ça en prendra toujours. Là, je pense qu'au niveau
au niveau du contenant, ben, on est en transition, comme je te dis, on est une drôle de bébête aussi. Tu sais, on n'est pas beaucoup, on n'a pas, les budgets sont moindres, fait que, ça peut pas fonctionner que chaque diffuseur ait sa plateforme payante aussi, tu sais. Et en ce moment, c'est comme ça que ça fonctionne. On a comme le pied dans deux différentes choses. Ouais, puis tout le monde est désavantagé. Tout le monde est désavantagé. Absolument, absolument. Ça étire les budgets au-delà de ce que ça devrait être. Puis les gens voient pas le stock. Exactement. Ce qui est la pire affaire. Exact. Ça, c'est... Ben, en fait, oui, ils vont le voir éventuellement. C'est comme le Splendeur qui est sur Tout TV en ce moment, mais ça peut être sur la chaîne généraliste. Ouais, là c'est payant. C'est ça. C'est toujours dans ce concept-là. Puis les gens vont aller l'écouter. Puis même là... Mais tu regardes les moyennes d'âge sur les chaînes généralistes, c'est très âgé. Là. Ben oui. On parle de 65 ans et plus, là. Ouais, puis mes parents qui ont 70 ans ont comme abandonné maintenant. Donc même, il y a des personnes âgées qui sont en train de faire « Non, hey, finalement, hein, je peux aller choisir ce que j'aime. » Ça me fait moins suer. Puis moi, j'ai quand même, tu sais, je suis un peu... Moi, j'ai confiance. C'est juste, la transition est pas faite, on cherche encore, puis comme on n'a pas les moyens de ce qu'on doit faire encore. On les prend deux moments, mais ça se fait naturellement aussi. Le public suit plus. À un moment donné, ben, naturellement, il faut falloir qu'on aille vers où le public se trouve. C'est d'ailleurs, c'était une des choses qui était une des missions de Like Moi, c'était d'avoir une émission qui se divisait en 30. Ouais, ben, qui pouvait se couper. Exactement. C'était-tu déjà c'était dans la commande? J'ai jamais de commande. C'est ça que j'allais dire. T'as jamais de commande, ben toi, t'as fait un choix personnel de ça. T'as décidé, moi, quand je vais le faire, on va pouvoir le couper puis s'amuser avec ça. Exact. Bon, revenons à ça. Les commandes, pas les commandes. Toi, tu fais quand même partie des gens rares qui vont arriver avec des projets puis qui peuvent quand même les exécuter assez rapidement. Ouais. C'est un privilège. C'est quand même un pas pire privilège. Cela dit, est-ce que t'as des projets qui n'ont pas fonctionné, des projets qui ont été mis sur glace, des affaires que tu as été obligé d'abandonner? Qui sont assez avancés. Tu sais, j'ai des idées des fois que tu pitches, puis là, ils font... Non, que je pitch, non, c'est jamais arrivé. À date, ça marche. Non, depuis c'est jamais arrivé. C'est quand même le fun. C'est très le fun. C'est très le fun. Je m'attendais à un show secret que tu dis, hey, non, ça, j'ai rêvé de ça pendant je sais pas combien de temps. Puis c'est parce que il y a un moment donné, c'est parce que ça se faisait à partir, mettons, de la fin du mois est à 7h. Le Grand Blond est venu directement de ça. Il y a pas eu, c'est comme on voulait, TVA voulait, après que le show soit terminé, TVA voulait nous autres. Il voulait Marc, Richard Goyer et moi pour faire un show. Ok, pas de problème, on s'en allait là. Fait, n'importe quoi, un show de fin de soirée qu'on a fait. De ça est découlé. On a commencé à faire des sketchs que j'écrivais qui était Le cœur à ses raisons. C'est ça. Puis là, j'ai proposé Le cœur à ses raisons qui a été le pitch le plus rapide de ma vie. T'es sérieux? Ça a pris 10 minutes. Mais tu sais, il connaissait le show. Ensuite, là, après le cœur, ben, il est venu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y avait une case horaire à Radio-Canada. Fait que, voulez-vous faire quelque chose? 3600. Après 3600, ben, il y avait une case horaire disponible. Puis après, ça a bougé comme ça. Marc et son équipe. Après ça, Marc, après les bobos, tu as eu les bobos. Puis ensuite, après les bobos, ben, Marc partait faire la tournée de Les Aiguilles et l'Opium. Fait que je me retrouvais, bon, ben, c'était à moi tout seul de faire quelque chose. Fait que là, j'ai fait like. C'était ça. C'est ça. C'est-tu le deal? C'est quand t'as Marc, on a toi qui vient avec? Ben, quand t'as des gens qui ont du succès, qui sont capables de se revirer vite de bord, qui vont faire des affaires innovatrices dont les gens vont parler. À ce moment-là, avec Marc, c'était ça. Maintenant, j'ai ce statut-là. Maintenant, tu fais mais c'est ça. Maintenant, tu peux arriver, puis tu débarques, tu fais, j'ai ça qui est... Tantôt, tu parlais de la procrastination. Tu disais, toi, t'aimes ça, perdre du temps? Oui. J'aime ça, c'est dans ma nature. C'est-tu ça, le point pour trouver des idées? OK. Il y a quelque chose qui vibrait. Oui, c'est quoi. C'est-tu comme ça que tu vas à la chasse aux idées quand probablement que oui. Je me suis jamais arrêté à analyser mon processus. Comme je suis une éponge. Mais c'est ça ma curiosité, parce que est-ce qu'il y a un moment quand mettons tu finis un projet, puis tu fais bon, là, ce serait le temps que je trouve une nouvelle idée, de partir sur une chire, sur je sais pas quoi. Là, tu fais, je vais faire de la recherche, ou c'est pas pantoute, tu fais déjà, tu sais, tes idées sont déjà accumulées un peu comme YouTube, tu te promènes d'une page à l'autre, puis tu fais ça va être ça.
il y a quelque chose en général qui amène... C'est jamais une idée claire. C'est quelque chose que je me mets à taponner après. Mettons, Like Moi, c'était pas le concept du show qui était clair, c'était à qui je voulais m'adresser. Je voulais m'adresser aux milléniaux. Je voulais un show pour eux autres. Il y avait rien qui s'adressait à eux autres à ce moment-là. Il y avait pas de show pour eux autres qui traitaient de leur sujet. Tu sais, la télé, c'était pour des personnes plus âgées. Puis sinon, l'Internet, on veut quand même faire un show de télé. Fait que c'était plus pour ce public-là que je voulais faire quelque chose. Faire rire des plus jeunes, c'est-tu épeurant? Ça te faisait pas peur? Non. Ben non, j'ai toujours... tu sais, moi, ce qui m'inspire, honnêtement, c'est pas l'anecdote personnelle, c'est la culture populaire et les tendances sociales. Mm-hmm. Tout ce que je fais est basé là-dessus depuis toujours. Fait que je suis ce dont je suis témoin, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, dans ce cas-là, c'était vraiment s'adresser à un public qui n'a pas un truc qui est rassembleur, qui est différé, et ça, du moins, ça a fonctionné quand c'est arrivé. Oui, ben, il y avait quand même, attends, 2015, il y avait la gang des appendices qui faisait quelque chose à côté, quand même, qui était aussi présent, mais c'était qui s'adressait aussi à un public de leur âge, là, si je pourrais dire ainsi. Mais il n'y en avait pas tant que ça. Non, tout à fait. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Ben, il y en a un peu. Ben, tu sais, je veux pas me prononcer parce que j'ai pas de mémoire sur ces affaires-là, puis je regarde pas tout. Fait que c'est sûr qu'il doit en avoir, puis je les vois pas, là. Ouais. Mais il doit en avoir un peu. Puis, mais le nouveau show, il s'adresse à qui? C'est dans la lignée de la lignée de Like Moi. Mais en élargissant un peu. Je vais chercher plus jeune. Parce que, tu sais, je regarde mes comédiens de Like Moi, ben, ils ont vieilli, ça fait 10 ans. Ouais. Fait qu'ils ont commencé, ils avaient fin vingtaine. Maintenant, tu sais, je travaille avec Philippe Audrey, etc. Il y a pas. Voyons, comment Guillaume Lambert vient d'avoir 40 ans. Il a commencé, il avait 30 ans. C'est ça. Quand même drôle. Tous vieillis. Fait que moi, j'ai retourné en arrière pour aller chercher le public, tout en m'adressant encore à ces... Mais c'était pas, cette fois-ci, pour Splendeur, c'était pas... L'idée de base, c'était pas d'aller vers le public, c'était plus une idée générale du show? C'était une idée c'était de traiter des téléréalités puis des influenceurs. That's it. C'est ça. OK. Puis trouver la meilleure façon de le faire pour moi. Mais toi, les réseaux sociaux, tu traînes pas là-dessus? Non, mais j'en vois comme tout le monde. T'en regardes comme tout le monde, là? Je suis témoin quand il y a des événements ridicules ou quoi que ce soit. Tu sais, je le vois comme tout le monde, puis j'en entends parler. Puis... Ouais. Mais j'ai pas de... Tu sais, comme je te dis, étant sur YouTube, je vais beaucoup dans les compilations, tu sais, les 10 pires, les 100 pires, les 25 pires, j'adore ça. Fait que c'est sûr que j'ai vu aussi les 10 pires moments d'influenceurs de 2022, c'est sûr que je les ai vus. Tu vas voir ça. C'est ça, je vais voir ça, puis j'en reviens pas comme tout le monde. T'en reviens pas comme tout le monde. C'est ça. En même temps, ça reste quelque chose que je respecte énormément. C'est ce que je consomme en ce moment. C'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux puis qui font leur propre contenu. Puis, honnêtement, c'est ce que je trouve qu'il y a de meilleur à télé. Fait que les quelques influenceurs qui s'offusquent de ce que je fais, mais c'est ceux qui devraient justement... Y en a-tu qui étaient offusqués? Ben oui. T'as reçu des messages genre... Non, moi j'en entends pas parler. Non, mais t'as entendu dire, les gens en fait, t'aurais se moquer de nous autres. J'ai lu des petites affaires que c'était pas adressé à moi personnellement, puis c'est des gens qui font du réseau social comme ce qu'on pas dénonce, mais ce dont on parle. C'est des gens des influenceurs de lifestyle qui appellent, là, qui sont juste là pour prétendre qu'on a une vue sur leur vie normale, puis qu'on les voit à Noël quand ils ouvrent leurs cadeaux, on les voit quand ils partent en vacances, on les voit... Mais bon, c'est tout de la pub, on le sait, tu sais. C'est de faire semblant que... T'as une photo de toi puis ton chum en train de développer vos cadeaux de Noël, on est le 20 décembre. Ben non. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Ils font semblant que c'est vrai, comment... Non, c'est ça. Puis c'est de la, mais c'est ça, c'est de la pure mise en scène. Oui, c'est ça, c'est le faux de ça qui m'amuse, tu sais. Puis il y en a qui sont plus doués que d'autres dans la fabrication de ces affaires-là, tu sais. C'est ça aussi il y en a. Comme je te dis, c'est des catégories. Il y a des gens qui ont une expertise. Puis c'est les meilleurs documentaires que j'ai vus, c'est fait par des gens qui font du contenu, qui ont leur propre sponsor. Oui, qui s'arrangent. Exactement. Puis des passionnés, puis qui n'ont pas la lourdeur d'une grosse équipe sur les réseaux qu'on connaît habituellement. Là. Tu te verrais-tu, toi, embarquer dans un show un jour, justement,
YouTube, indépendant, tu fais ce que tu veux, mais en même temps, on dirait que j'ai l'impression que tu n'as jamais réellement eu la lourdeur des studios. Les gens sont jamais allés trop mettre le nez dans tes trucs. Non, jamais. C'est un deal. Ben, c'est un deal, c'est pas mentionné, mais c'est comme sous-entendu. T'en as-tu eu des exécutifs qui sont déjà venus dire attention? Non. Jamais? Non, jamais. Tu sais, j'ai eu... Moi, mon approche, c'est quand s'il y a un problème légal, il y a une poursuite en ce moment avec telle personne ou quoi que ce soit, je vais faire attention, dites-le moi, je vais le faire. Okay. Mais si c'est... Toi, ça t'offusque personnellement, ou toi, tu trouves ça un peu raide, c'est moi qui ai l'expertise en bout de ligne, tu sais. Ouais. Ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai jamais eu une poursuite. On est allé assez loin dans ce qu'on fait. Puis puis je pense que les gens font confiance à ça. Genre, moi, je l'aurais pas fait, ce qu'il se dit. Mais, regarde, s'il va là, il y a de l'expertise qui vient avec, il doit le savoir. Ouais. Ça nous a bien servi jusqu'ici. Parfois, tu sais, il y a toujours des équipes pas des équipes, mais une couple d'avocates, de producteurs qui vont passer à travers les textes, puis des fois aussi niaiseuses que ce nom-là existe déjà, qui fait ce genre d'affaires. Ouais, un bureau d'avocat ou des affaires. Exactement. Juste près de ça. Il y a d'autres affaires, ben, quand c'est au niveau de mentionner des personnalités publiques, ben ça, je le fais pratiquement plus. On l'a fait beaucoup dans 3600 puis dans d'autres shows, mais là, je le fais pratiquement plus. Ben, tu vois, ces shows-là étaient faits comme il n'y avait pas le temps d'avoir de lecture. Ben non. Parce qu'on était trop... On allait trop Et vite. puis il y avait des bouts méchants des fois. Oh boy. À la fin du monde, tu parles? Oui, c'est ça. Ah oui. C'était parfait. J'en vois des affaires qu'on a fait à l'époque, je leur ferais pas, là, tu sais. Non. Maintenant, je vais plus dans une personne particulière. Je vais critiquer un phénomène. Oui. C'est ça, général. Dans Splendeur et Influence, tu sais, il y a un épisode où c'est sur une émission type La Voix. Mm-hmm. Et on met pas des gants blancs, tu sais, mais il y a personne qui est visé en particulier. Oui. Ça, c'est plus le fun aussi. À la limite, si eux se voient là-dedans, ben, c'est leur problème. Exactement. Puis honnêtement, si tu penses que c'est ton autobiographie qu'on a fait, mais le problème, c'est toi qui l'as. Exact. Tu sais, un autre épisode où on traite le scandale au Mexique quand il avait fait dans l'avion. Ouais. Puis c'est très très clair de qui on parle, mais il y a rien qui ressemble en même temps à tout ça. C'est pas nommé, tout ça. Puis puis là, je vais revenir à Pérusse, tu sais. Ce que je trouve intéressant dans Pérusse, c'est qu'au début, il était comme ça. Mm-hmm. Il a été longtemps comme ça. Il y a eu, après 7-8 ans de travail, il a commencé à nommer des noms. Il a commencé... Okay. Ça, c'est quand tu faisais de la radio, je pense. Quand il faisait de la radio, puis aussi dans ses albums. Dans ses albums, il y avait des sketchs où est-ce que là, tu sais, il nommait une caricature précise. Okay. Des fois, c'était un peu... Puis il a gardé ça, tu sais. Il a gardé ça, d'en faire une ou deux pointes comme ça. Oh, ouais. Un peu méchante, mais tu sais, méchante, c'est pas méchant parce que tu sais, c'est de la... C'est de la caricature. C'est de la caricature. C'est ça, c'est caricature. C'est souvent beaucoup moins méchant que ce que tu vas voir dans une illustration dans un journal conventionnel. Absolument. Ah non, mais ça, c'est directement pointé du doigt, là. C'est même, ça. Puis c'est le physique, puis c'est la personne... Oh oui. C'est un autre jeu. Mais comme justement, tu sais, tantôt tu mentionnais Seinfeld, t'es un fan de Seinfeld. Ouais. Non, je suis un fan de Larry David. Ouais. Hey, t'as-tu fini, t'as écouté les Curb? J'ai pas vu la dernière saison, j'ai commencé, mais j'ai arrêté. Ouais, mais c'était le fun, ça. Ben Curb. Oui, c'est extraordinaire. Curb, c'est dans les bonnes... C'est quoi qui te fait rire? Mon Dieu, bonne question. Déjà, tous les jours... Comme Curb, mais non, ok, mais mettons, je parle dans le truc produit, Curb, Curb, j'aimais beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de comédie pure et dure qui se fait. Tu sais, il y a toujours des... Il y a des personnages, des performeurs qui me font rire. Mettons, dans Saturday Night Live, qu'on s'entend, ça fait 50 ans que ça dure, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes années, il y a des bonnes saisons, il y a des bonnes périodes. Dépendamment, oui. Mais il y a des performeurs en particulier qui me font beaucoup rire. En ce moment, il y a Bowen Yang, que je trouve très, 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 très drôle. T'écoutes encore Saturday Night? Oui. OK. Ouais. Je l'écoute en accéléré souvent. Moi, j'ai pas les monologues, les sketchs, on dirait que... Ça dépend quand tu tombes... Sur un bon invité, là. C'est ça. Tu le regardes en accéléré. Il y a toujours quelque chose. C'est des sujets, des fois, que t'as pas pensé. D'autres fois, tu te dis, je suis dépassé, ça, il aurait pu faire mieux. Puis, ouais.
Mais ce show-là aussi me fascine. Pas parce que moi, j'aurais jamais pu travailler là-dessus. J'aurais pas été capable, mais la lourdeur de ce show-là. C'est ça qui te fascine? Non, pas qui me fascine, qui me rebute un peu par rapport à... Quelle lourdeur, le nombre de writers qu'il y a là-dessus? Ils sont 16, ça n'a aucun sens. Ils travaillent des nuits blanches, puis tu regardes ça, c'est ça que ça donne. Ouais, sérieux. je sais. Puis c'est du monde qui ont du talent, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'as comme l'impression que la machine prend le dessus sur le contenu, parce que... T'es-tu déjà allé en voir un live? Je suis allé en voir, puis j'ai été invité une fois parce qu'ils ont fait l'équivalent au Québec. Ouais. Ils voulaient que je travaille dessus, je leur avais dit non, puis ils ont dit, viens quand même là-bas. Allez voir. Ouais. Sur le plateau, voir les coulisses. C'était fascinant à voir. Puis des gens, tu voyais, c'était une passion de travailler là. Ah, c'est fou, Red. Moi, je suis allé voir une fois Seth Meyers à New York, live. Puis c'est pas Saturday Night Live, non. Mais rien qu'être assis là, puis à un moment donné, il y a un segment qui a pas marché, je sais pas trop. Il y avait Fred Armisen qui était dans le band, qui fait une joke, la joke lève pas. Là, ils font stop, puis ils regardent le public, pourquoi vous avez pas aimé ça? Oh mon Dieu, que c'est lourd! Puis là, tout le monde fait, puis il dit, personne ne rit. Là, puis tout le monde fait, et là, tu vois ça arriver. Le groupe de writers, ils sont tous en train d'écrire sur un bout de papier, ils sont en train de dire, on recommence. 3, 2, 1. Et ça ne fait pas un meilleur show. Non. Ça change pas vraiment grand-chose. La dynamique, tu mets tout le monde mal à l'aise. Ouais. Une joke qui marche pas, rit. Tout ça drôle, c'est ta poche. Eh oui. Puis c'est ça que le monde, on fait partie de la gang. Nous autres, on le trouvé plate. On rit parce que là. Non, mais c'est ça. Mais ça, ce que tu décris là, c'est catastrophique. Mais c'est arrivé 2, 3 fois, puis tu sais. Puis après, en plus, ça casse l'affaire. Là, t'as le gars qui fait le warm-up, qui est comme, non, c'est super l'affaire, on a du plaisir, on lâche pas tout le monde, yeah. Hey, là, c'est... Mais c'est ça, c'est vraiment cette espèce de... Un certain perfectionnisme, on dirait, qui est là, mais qui finalement, ça marche pas. Ça vient beaucoup, c'est tous des gens qui viennent de Saturday Night Live, ouais. Et il y a une lourdeur imposée. Qui est là. C'est lourd, c'est trop de monde pour trop d'affaires, pour pas assez d'affaires. Des sketchs que tu vois, des sketchs qui ont pas été en ondes, que tu les vois, mais c'est le meilleur sketch que ça aurait dû y aller, puis c'est comme, ils ont décidé, pas lui, puis là, ils mettent d'autres choses, c'est comme, non, c'est pas bon. Puis des erreurs aussi, c'était comment il s'appelait? Zach Gaffin, oui. Qui s'était tout rasé la tête pour un sketch. Ouais. Live, finalement, le sketch n'est pas venu. À la fin, il arrive, il dit au revoir, la tête rasée. Il dit, on n'a pas pu le faire. Il était rasé en Mr. T. Des erreurs, ça, c'est amusant quand même. Mais tu sais, en même temps, je critique la lourdeur de la machine, mais c'est comme la bureaucratie. C'est ça, c'est ce qui fait que ce show-là passe à travers les époques. Aussi. Parce que si ça reposait juste sur, mettons, une personne comme moi, on fait une saison, on fait 2 saisons, pour être épuisé pour être capable de le faire. Tu te souviens-tu du show, ça s'appelait Sunset, Matthew Perry, qui est décédé? Oui. Ah mon Dieu, c'était la chose la moins réaliste au monde. Je sais. Ça, c'était sick, ce show-là. Mais c'était malade. Mais c'était Studio basé, 60 on the Sunset C'était basé un peu sur l'univers de Saturday Night Live. I know. Tu regardais ça. Puis à un moment donné, j'en ai parlé souvent, pas récemment, mais écoute, à l'époque, on l'avait regardé un peu, puis il disait, il y avait un fameux sketch qui... Ah oui? il disait juste la première du sketch, c'est tellement niaiseux, ça se peut pas, ça c'est tellement pas bon. Et il avait fait comme 17 rewrites. Je dis non, regarde. Rendu à 3, là, à 4, ça marche pas, tu le fais pas. C'est fini. 17 rewrites. Mais là, c'est parce que le show est amusant, parce que c'est Aaron Sorkin qui a écrit le show. Il l'a tout écrit. Ben oui. Tout seul. Puis il faisait... C'est une machine. C'est une machine, mais il écrivait live pendant... Il adaptait toute son histoire au fur et à mesure. Il paraît qu'il changeait plein d'affaires. Puis le show, c'est l'histoire d'un seul gars qui écrit tout un épisode par semaine. Ça avait comme... Ça avait autant qu'on sait c'est quoi la réalité de ces shows-là de Saturday Night Live, autant cette affaire-là, ça avait aucun bon sens. Non. Mais je l'aime, moi, ce show-là. Je l'aime. C'est là que j'ai eu l'idée de le personnage féminin qui s'appelle Harriet, c'est le nom de ma fille aujourd'hui. À cause de ce show-là. Oui? Okay. Donc, quand même, ça m'a fait tellement rire, ça. J'avais pas regardé au complet, mais non, mais il y avait... mais ça n'a pas été renouvelé, hein. Ça a coupé sec. Mais il y a pas beaucoup de shows sur l'univers de la TV qui... je dis ça, c'est pas vrai, pas en tout. Oublie ça. Larry Sanders? Non, il y en a plein qui marchent. Il est bon, Larry Sanders. Dernièrement, c'est très, très bon. Dernièrement, j'ai écouté à cause de... c'est qui me l'a suggéré? Le documentaire sur
celui qui faisait Larry Sanders, Jerry Shandling, les Zen Diaries of Shandling. L'as-tu checké ça? Non. C'est fascinant. Fascinant. Un gars weird, tourmenté, qui essaie de trouver l'équilibre. Puis comment il est arrivé à l'idée de ce show-là, après avoir animé combien de Tonight Show, puis qu'il a décidé de faire un show sur ça. Puis c'est un bon... Dernièrement, j'ai recommencé à écouter ça. Tu sais, c'est sûr qu'on est dans une autre époque aujourd'hui, mais c'est amusant, c'est bien fait, c'est bien écrit. C'est intelligent, il y en a des bons. Mais attends, mais quel autre? Je suis curieux sur le milieu de la télé, lequel... Non, mais il y en a plein. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est une bonne idée. Parce que je te dis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, puis moi-même, quand je l'ai entendu, j'ai dit, non, il y en a plein, puis là, je te l'ai répété. J'ai dit, il y en a plein. Il y en a quelques-uns. C'est un milieu que tu dois indéniablement aimer. Oui. Ben, écoute, moi, tous mes amis, tous mes gens proches viennent tous de ce milieu-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous tes amis proches avec qui tu côtoies aujourd'hui sont connectés à ce milieu-là, c'est ça? C'est des gens que j'ai connus, là, tu sais. Il y a le avant, puis il y a le après, quand j'ai commencé à faire de l'humour, là, tu sais. Mais c'est sur le tard, moi, c'est ça que je trouve pas pire, quand même. Ouais. T'as fait ça sur le tard, t'as le temps. Ben oui. Trentaine. T'as fait trentaine, t'as toute une autre vie avant, tu sais. 27, 28, mettons. Ouais, quand même, tu sais. Puis, là, t'as dit que le processus de création pour Splendeur, ben, t'as fait j'étais seul. Est-ce que tu vas essayer de pas répéter ça, justement? Tu vas essayer de... Non, je pense qu'il va falloir que je m'y adapte. Tout simplement. C'est ça. Parce que j'ai plus l'intérêt pour faire une quotidienne où c'est le genre de show qu'on peut l'écrire au fur et à mesure. Puis je peux pas me permettre d'imposer... tu sais, le cœur a ses raisons, c'était débile mental. Là, au niveau de... Je leur donnais les textes à 2 semaines d'avance. Ça n'a aucun sens, ça. Mais... ça... Puis est-ce que tu faisais dire des fois, mais là, je peux pas, ça n'a pas de bon sens? Non, c'est parce que j'ai une grande capacité de m'adapter. Fait que je savais ce qu'on pouvait faire, je savais ce qu'on pouvait pas faire. Fait que quand je proposais quelque chose, puis encore aujourd'hui, quand je propose quelque chose, je sais comment est-ce qu'on peut le faire. Souvent, les gens vont m'amener des meilleures idées que j'ai, mais à la base, je sais comment le faire. OK. Tu sais, fait que... Comme il y a une shot dans un des épisodes de Splendeur et Influence, c'est une shot d'un hélicoptère. Comment, mon Dieu, comment c'est un hélicoptère? Pas besoin d'un hélicoptère. Là. Moi, ce que je proposais, c'était littéralement une GoPro au bout d'une canne à pêche. Mais finalement, c'était un escabeau avec un gars sur un Kodak qui donne une plus belle image. Mais je me serais très bien contenté de la GoPro sur la canne à pêche parce qu'on l'a fait sur Like Moi. Ah oui, OK, c'est ça. Puis, mais tu vois, j'arrive avec une solution là, qui coûtera pas cher. Ouais. Des fois, c'est pas... Ben non, en général, c'est parce que je serais capable... Si moi, je suis capable de le faire, pourquoi les autres qui ont une expertise que j'ai pas, regarde... Ils vont faire mieux. C'est ça, exactement. Ça. Est-ce que il y a... Là, bon, t'écris, tes projets passent. Est-ce qu'il y a un truc que tu rêves de faire? Tu sais, je sais que t'as coécrit aussi un peu pour le cinéma, un petit peu. Ben, j'avais fait un film parce que mon ami, c'est Émile Gaudreau. C'est ça. J'ai comme écrit les dialogues. T'aimerais-tu écrire un film au complet? Probablement que j'aurais du plaisir à avoir un univers fermé dans un contexte d'une heure et demie, 2 heures. Mais la machine est tellement... Ça, c'est lourd. Et ça, c'est l'opposé de tout ce que je suis capable de faire. Là. La bureaucratie, me faire dire quoi faire. Mais mettons, on t'offre, là. Il y a personne... Tu sais, t'es libre, tu y vas. Tu peux... Mais en même temps, non, c'est pas réaliste. C'est impossible. C'est pas aujourd'hui. Ça pourrait pas. Il y a tellement de limites maintenant de temps. Parce qu'il y aurait... J'avais pensé au cinéma, mais c'est parce que il y a une affaire que je voudrais faire parce qu'on peut pas le faire en série. Le sujet, il serait... C'est une comédie sur la porn. Les gens qui font de la porn. Ouais. Je pourrais pas faire une série là-dessus, mais il y a un film, puis une comédie pour adultes, mais assez hard, mais il y a quelque chose d'amusant que t'aimerais faire. Parce qu'on y a touché un petit peu dans Like Moi, il y avait comme une productrice de porn qui était jouée par Karine Gontier. Oui. Elle s'appelait Caresse Dubois, puis elle parlait de son cheminement en tant qu'artiste, les films qu'elle faisait, puis c'était dans mes sketchs préférés qu'on faisait. Là. Puis à un moment donné, elle parle de le mouvement de l'appropriation culturelle, parce que elle a une gay shop, elle est jouée par une fille de Candiac, mais il y a pas de chinoise cochonne au Québec. On en cherche, on n'en trouve pas. Et puis elle se plaint de ça, tu sais, puis elle veut bien, elle en veut des choses, mais ça arrive ici, ça se trouve des jobs, puis ils veulent pas travailler. Ils veulent pas travailler sur nos plateaux.
Fait que ça me ferait, pis c'est quelque chose que je verrais pas plus long qu'un film, tu sais. Ouais. Je ferais pas de série avec ça. Des sketchs, ça marche en sketch. Trop long en série, trop niché. Hein. Fait que pour un film, ce serait amusant de écoute, le milieu du porn, il y en a de la matière à rire. Il y en a tellement. Puis là, je sais pas si toi qui es sur YouTube souvent, tu l'as vu. Maintenant, les porn stars ont leur émission pour parler de leur scène. Que je n'aimerais pas, c'est extraordinaire. Tu sais, puis ils vont en détail, ils font il s'est passé telle scène, puis ils analysent leur film porno. Puis là, ça peut jouer sur YouTube parce que leur vie personnelle rentre là-dedans, puis c'est fascinant. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Il y a une espèce de banalisation de ce qu'ils font. Puis en même temps, et de célébration semi aussi. Oui, quand absolument. Même. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la banalisation. C'est comme... de faire, j'ai fait ça, puis une dure journée de travail. Il fallait que j'aille chercher les enfants à la garderie. Puis là, il y a quelque chose que je trouve fascinant là-dedans. Puis quand je te disais que je tombais dans une espèce de rabbit hole, je commençais à regarder quelque chose. Il y avait une porn star montréalaise d'ailleurs qui fait qui rencontre des gens de son milieu, puis ils se parlent de leur expérience personnelle. Mais c'est tellement drôle parce qu'il n'y a pas de filtre. Okay. Ils racontent des affaires. Puis toi t'écoutes ça, puis c'est tough à croire que c'est accessible, ce genre de conversation. C'est leur fou, quotidien, là. C'est quelque chose de très, il y a quelque chose de très, 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 très drôle, puisqu'on a fait un petit peu de ça dans Like Moi avec ça. Ouais. Fait que... ça pourrait être un projet de fun. Mais en même temps, c'est pas quelque chose, c'est trop, la machine est beaucoup trop lourde. Ouais. Puis, honnêtement, il y a un préjugé très négatif par rapport aux institutions du cinéma pour la comédie. En général, ouais. Très, très, très négatif. On aime les films qui mettent en question notre histoire, notre identité, puis il faut que ça soit bien dramatique. Oui, il faut bien dramatique. Généralement. C'est ça. Fait que j'ai pas envie de me battre pour... Ouais, d'aller là, je comprends. Y a-tu un milieu que t'as envie de s'attirer, je pourrais dire ainsi, que t'as pas encore trop exploré, qui est en dehors des médias? Parce qu'en ce moment, c'est quand même des shows qui se moquent du milieu médiatique. Tu sais, après, je me dis, mettons, un milieu... Tu sais, je vais prendre un vulgaire exemple, mais tu sais, mettons The Office, qui est un milieu satirique de la vie de bureau. Bon, tu sais, Ricky Gervais avait ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais qui est pas rapport avec nos écrans? Je sais pas. J'aime le banal, j'aime le quotidien, les choses que les gens vont dire sans s'en rendre compte. Quand ils vont parler d'écrire des choses, un petit peu ce qu'on parlait de la porn, là, c'est la banalité de choses qui sont quand même extraordinaires, qui sont exceptionnelles ou qui sont dérangeantes. Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup là-dedans. Mais j'ai tendance à toujours tomber dans des codes télévisuels, tu sais, le Talking Head, des choses comme ça. Mais qui est une référence forte, certes, parce que tout le monde écoute la télé, puis tout le monde peut rapidement saisir. Exact. Mais je me demandais si justement un jour tu considérais abandonner ça pour aller avec le milieu de la construction. Tu sais, je sais pas, tu sais, quelque chose qui est pas télévisuel, justement. Je me demandais si des fois tu sais travailler. Écrire un peu ce qu'on connaît, là. Le milieu de la construction, j'y connais très rien. Exactement, ouais. Mais mais il y a des codes comme ça que ça fait que ça vient toujours dans le médiatique un peu. Aller en flashback, avoir des qu'on appelle des talking heads, là, tu sais, la personne qui va en des confessionnaux, en fait. C'est des façons de faire avancer l'histoire facilement, c'est des façons de sauver de l'argent. Aussi. De raconter plutôt que de le montrer. Mais ça. Alors que la règle, c'est toujours de montrer plutôt que de raconter. Mais là, pour sauver de l'argent, pour sauver du temps, c'est toujours plus pratique de faire ça. Fait, naturellement, je vais me diriger vers des parodies de quelque chose qu'on voit dans les médias. Mais j'ai pas eu cette réflexion. Non, cool. T'as-tu quand t'as commencé à étudier à l'École nationale, puis après quand t'as commencé à travailler, t'avais-tu un avis extérieur que tu consultais des fois? Jamais? Non. Tu t'es fait confiance dès le début? Je fais confiance aux gens avec qui je travaille aussi. Là. Mais je parle d'un mentor, quelqu'un qui t'a un peu dirigé. Non, t'as pas eu ça. Non. J'avais des... You are self-made. Non, au contraire, je suis imprégné de tout le monde qui sont autour de moi, et du très bon et du très mauvais aussi, comme je te dis là. Ouais, c'est ça.
être capable de comprendre que, oh non, ça marche pas, ça va pas dans la bonne direction. Non, je comprends. J'ai quand même un assez bon jugement pour ça, mais aller dans la direction que d'autres vont naturellement, tu sais, comme travailler avec Marc, ben ça t'impose une vision. On va vers quelque chose. Avec Anne Dorval, c'est autre chose. Ouais. Les deux ensemble, ça donne autre chose aussi. Ouais. Fait que j'essaie pas de les entraîner dans quelque chose qui fitterait pas avec qui ils sont non plus, là. Est-ce que finalement tu as préparé une petite prescription ou tu as eu le temps ou tu n'as pas eu le temps? Pour le show. Prescription. Ah, OK. Je te l'ai envoyé le message, mais les gens, des fois, ils skippent ce message, ce bout-là du message. Je suis désolé. C'est tellement pas grave, mais c'est un peu le projet de notre rencontre. Je demande aux gens de me donner 3 à 5 trucs qui font triper en ce moment, qui écoutent. T'es sûr que tu m'as envoyé ça? Ouais, je te crois, mais je suis vraiment désolé. Il me semble, mais c'est pas grave. Qui me font triper en ce moment. Ben, mon Dieu. Ça peut être de la muse, ça peut être un resto, ça peut être un film, ça peut être un livre. D'ailleurs, tu lis-tu? Je lisais beaucoup. Beaucoup. Puis, je sais pas, je me suis mis, comme je suis souvent en voiture, je me suis mis au audiobook. Audiobook, c'est le fun, ça? J'adore. C'est comme ça que je lis la plupart du temps maintenant. Là, j'ai recommencé à lire avec ça. Mais tu lis quoi? Quel genre? J'ai lu beaucoup de science-fiction. Ah, OK, un gars de science-fiction. Oui, mais des affaires plus obscures, là, pas de... Moins connu. La dernière chose que j'avais, c'est un petit bout, là. J'avais découvert que Margaret Atwood avait écrit une trilogie qui est excellente, de science-fiction. Elle a écrit ça, elle avait 65 ans, ça a gagné des prix. Okay. Je n'avais jamais entendu parler. C'est extraordinaire. OK. Je me rappelle plus du titre, mais elle en a écrit juste une. OK, puis ça va être facile à trouver. Exactement. Ça, vraiment, ça vaut le détour. Okay. C'est une trilogie post-apocalyptique. Mon Dieu, quel génie. Okay. Elle a écrit ça, comme je te dis. Elle a écrit le premier, elle avait 65 ans. Le dernier, je pense qu'elle avait 75 ans. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant, en fait. Wow. Puis au niveau de la télé, qu'est-ce que je regarde en ce moment? Ben, comme je te dis, j'aime bien, j'ai des goûts assez juvéniles. Invincible, que j'ai beaucoup aimé aussi, une espèce de dessin animé adapté d'une bande dessinée. Invincible, je connais ça, il me semble. Ils en ont fait quelques... Il y a 2 saisons. C'est d'une violence extrême. T'es-tu sérieux? Oh non, la dernière affaire, quand j'ai vu la dernière chose, c'est... Puis là, je me rappelle que tu m'as probablement demandé ça parce que je l'ai lu, je l'ai oublié, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit... C'est correct. Ça, Blue Eye Samurai, sur Netflix. C'est-tu bon? Ça n'a pas de crise de bon sens. J'ai capoté ce Épisode show-là. 5. Ah ben oui, ça n'a aucun sens. Épisode 5, c'est le meilleur storytelling que j'ai vu. Écoute, là, tu vas rire de moi, c'est Noël cette année. Ma blonde, puis on se repose. Puis là, je dis, écoute, j'entends un chum m'avait dit, écoute ça, puis je dis, ouais, animation, affaire japonais, je suis pas sûr, on le commence. Faites bien raide. C'est tellement bien. Ça n'a pas de sens. Mais c'est bon. Là, t'arrives à l'épisode 3, ça fait comme... Ouais. L'espèce de quand ils vont prendre le thé. Là. Oui, exact. Ouais. C'est exact. Ouais. Là, ça fait, on est dans d'autres choses. Et l'épisode 5, c'est débile. Ça n'a aucun sens. Puis ça a gagné une couple de prix par plusieurs critiques, mais c'est vraiment quand tu regardes fun. Les critiques, c'est 96% plus. Non. Puis c'est bien fait. Puis c'est un beau storytelling. C'est la façon que les personnages sont évolués. Puis après, tu le mets dans le langage que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec ça. C'est vraiment fun. Ah, ça, je suis content. Pas grand monde qui connaît ce show-là. Qui est sur Netflix. Assez discret. En fait, il faut vraiment que tu le tapes parce qu'ils l'ont pas tant mis en promotion. Moi, je l'avais pas vu. Moi, c'est le genre de show qu'on me propose. Ouais, c'est ça. J'ai eu d'en face quand il était OK. Ah ouais, c'est ça. C'est ça que tu consommes, ça, genre d'affaires. Exactement. Cool. Des goûts juvéniles. Ah ouais, OK. Ben, pas juvénile, mais disons, pas nécessairement d'un gars de 61 ans. Là, tu sais, ouais, non, je comprends. Il y a une affaire, puis ça, je le conseille tout le monde qui fait de la scénarisation. Vas-y donc, oh, yeah. Ça s'appelle, Death Note. Attends, je connais ça. D-E-A-T-H. Ouais. N-O-T-E. C'est un animé japonais. OK. Death Note. OK. Le storytelling. Ah non, c'est une série de mangas, en fait, qui a été adaptée. Exactement. OK. Sur Netflix aussi, en faut regarder le dessin animé japonais et non pas l'adaptation cinématographique américaine qu'ils ont faite, qui est de la pure merde. OK. Good to know. C'est vraiment, c'est exceptionnel. OK. Grosse histoire épique ou on s'en va dans quelque chose d'un peu plus... Très étrange, c'est basé sur un adolescent qui trouve un livre
dans lequel, quand il écrit le nom d'une personne, cette personne-là meurt en dedans d'une heure. Et c'est toutes les implications qui viennent avec ça. Il y a 2 saisons, c'est extraordinaire. Wow, that's it, 2 saisons, donc c'est pas trop d'implications. Ouais. Et là, il y a comme une espèce de détective qui est engagé, qui est une espèce, son équivalent, un jeune prodige, qui essaie de découvrir comment ça fait que ces personnes-là meurent sans raison. Ouais, c'est ça, genre instantanément. Il se rapproche, Ah, c'est japonais, là. Ouais, c'est donc, vraiment... tu trouves japonais un peu? Par la force des choses, j'imagine que oui. Je suis jamais allé, puis j'aime beaucoup les animés, j'aime beaucoup... c'est une façon de raconter des histoires différentes. Complètement. La Corée aussi? Oui, absolument. Dans le cas de Death Note, c'est vraiment... Moi, quand j'ai fait des rencontres des fois avec des jeunes auteurs, puis j'ai dit, regardez ça, c'est une façon différente de raconter une histoire, c'est... Très violent? Quand même un peu. C'est très, très vieux. Je pense pas. C'est pas dans les pires que j'ai vus. Ils sont capables, hein? Oui. Invincible, c'est... Je connais pas ça. Ça, Invincible, c'était... Ça, c'est américain. C'est américain? OK. Encore animé? Oui. Invincible. C'est sur Prime, je pense. OK. Oui. Oui. OK, sur Prime, oui. Mais pourtant, ça n'a pas l'air si violent que ça. Tu regardes. C'est à peu près la chose la plus violente que j'ai jamais vue. Oui. C'est pire que The Boys. Pire que The Boys? Ouais. OK. T'aimes les super-héros? J'ai eu tout l'âge d'or de Marvel, j'ai adoré, là, c'est fini. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé, j'allais voir ça avec justement mon ami Émile Gaudreau. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Je sais pas, c'est des histoires que je lisais quand j'étais petit, qui ont été adaptées intelligemment, qui on leur a donné leur raison d'être à notre époque. J'ai quelque chose, je m'y retrouve, puis j'ai... La série qu'ils ont faite, là, sur HBO, là, il y avait eu un film fait là-dessus, c'est Watchmen. T'avais-tu écouté la série Watchmen? J'avais lu les livres. Oui. J'avais aimé la série. La série était bien. Oui, c'est très bien. Le film qu'ils ont fait, c'est une adaptation... De Snyder, là. Oui, c'est ça, qui était... Les gens ont bien aimé, mais c'est exactement le livre, qui était meilleur que je trouve. Le livre était meilleur. Oui. Que j'ai lu plusieurs fois. Puis j'ai beaucoup aimé la série. Oui. La série, je l'ai trouvé le fun. Ça, c'était un angle complètement différent. J'ai aimé ça. OK. Beaucoup aimé ça. Je savais pas que tu avais ce cœur. En ce moment, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui sort. Qui te font triper. Marvel, ils sont enfargés, qui sont pas relevés. Vraiment pas. Ouais, non. Puis DC se sont jamais levés. Non, à part les films de... les Batman. Ça, c'est un gros débat. Les gens pourraient te lancer des tomates pour dire une telle chose. En même temps, c'est un peu vrai. Non, mais je parle pas des films de Chris Nolan, qui sont... Non, qui sont à part. Puis même le Batman, le dernier, avec... Qui est le fun. Et que j'ai beaucoup aimé avec le Riddler. Là, il y a Joker là, à 2, là, je pense. Qui a l'air le fun. Folie à 2, oui. Qui a l'air assez agréable. Est-ce que t'écoutes du stand-up? Très peu. Mais j'en écoute pas. Je m'arrête pas pour les regarder. En fait, non, j'en regarde plus que maintenant parce que maintenant, sur YouTube, il y a ils ont comme intégré le TikTok. Ouais. Fait que t'as souvent des 20, des 30 secondes de quelqu'un, puis je vais découvrir des personnes que je connaissais pas. Puis aussi, des humoristes maintenant lancent complètement leur special sur YouTube. Parce que c'est mieux que de mettre sur une plateforme. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis non. T'en as-tu des favoris dernièrement ou pas vraiment? Pas dernièrement. J'aimais beaucoup de gens me donner... ouais, c'est le fun. Avant qu'ils tombent dans l'enfer de la drogue puis qu'ils en ressortent. Là. Ouais. Puis ils parlent juste de ça. Ouais. Mais quand il était dans l'anecdotique, très près de lui, il y avait quelque chose de très, très sympathique à ça que j'aimais beaucoup. Il y a une couple de femmes aussi que j'aime beaucoup. Il y a... Je me rappelle... T'as écouté le fameux roast qu'ils ont fait sur Netflix? Tom Brady? Ouais. Non, j'ai pas regardé. Ça va aller. C'est ça. Ça me met mal à l'aise. C'est long. Mais en plus, parce que tout le long, tu vois les humoristes lire leurs jokes. Ah ouais? Sur le prompteur, c'est pas bien caché. Les roasts, ça me met mal à l'aise. Pourtant, ouais? Pourtant quoi? Je suis capable d'en écrire. C'est ça que j'allais dire. Mais je sais pas, c'est le fait que la personne est là, puis elle le reçoit, puis tu vois toujours à un moment donné, je pensais que ce serait le fun. Ouais, un bien cuit. Mettons-toi de faire un bien cuit. Moi, les bien cuits, OK, il y a les bien cuits professionnels, mais moi, les pires bien cuits de ma vie, c'est les bien cuits personnels. C'est avec du monde pas connu qui font... Ça, j'en ai... Moi, j'ai fait beaucoup de gigs, des petits contrats, mettons, dans des places. Puis là, ils font là, c'est le moment de faire... Ça, c'est toujours... T'as envie de mourir parce que t'es vois que ces gens-là sont pas à l'aise, puis là, ils sont allés un peu trop loin pour qu'est-ce que la personne peut prendre. Ils vont pas aller assez loin aussi. Ou des fois pas assez loin. Parce qu'elle aime les gâteaux vachons. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, je roast.
Mais en même temps, ça demande, c'est d'écriture. C'est ce que je fais en même temps, mais c'est pas... Ouais. Le fait que la personne soit là, ça me trop, je suis trop pissou pour ça. C'est pour ça que tu prends pas le micro. C'est pour ça que tu prends pas le micro. That's it. Hey, merci beaucoup, j'étais vraiment content. Ben, ça me fait grand plaisir. Et au plaisir de se revoir. Avec grand plaisir. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.